Alors bonjour et merci d'être venu à ce talk. Mon nom c'est Stéphane Pardo et je vais vous présenter Quarkus Renard, qui est un framework web old school remis un peu au goût du jour. Donc là en général, bon là c'est pas un public anglophone donc vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en anglais on s'en rend vite compte quand je fais une extension parce que c'est des mots français en général. Donc qu'est-ce qui se passe encore après Panache? Bon, c'est un truc qui s'appelle Renard. C'est un framework web vraiment à l'ancienne, façon Rails, Play 1, c'est vraiment très inspiré par Play 1 avec une attitude où on essaie de faire les choses le plus facilement et le plus court possible. Il faut que enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faut que le framework comprenne. On a du templating côté serveur avec Qt, qui est le moteur de templating de Quarkus. On a de la persistance avec Hibernate ORM ou Hibernate Reactive with Panache. On a un JAX-RS boosté avec, enfin simplifié avec Rest Easy Reactive aussi simplifié. Beaucoup d'aide pour faire des URL, des URI. On a les dépendances côté client avec les WebJar, donc de façon à simplifier la chose, votre packaging d'application. Donc Bootstrap, tout ça, ça vient très facilement avec un import Maven. Et on a beaucoup d'aide niveau sécurité pour tout ce qui est JWT, OpenID Connect et WebAuthn. Donc on va montrer tout ça dans cette présentation. Donc Qt, qu'est-ce que c'est? C'est le templating côté serveur qu'on a dans Quarkus. Bon, c'est un truc qui peut paraître un petit peu poussiéreux parce que ça a déjà 2 ans, mais en fait, il y a eu beaucoup d'additions récentes. On a rajouté le support pour les variables globales avec du type checking, des arguments plus simples à passer au tag, les paramètres typés du tag, ça se voit dans l'IDE quand ça marche pas, c'est type safe. On a les valeurs par défaut. On a fait beaucoup de progrès en utilisabilité de Qt ces derniers mois, donc ça se montre. On a du JAX-RS simplifié, vous voyez, donc on a des endpoints qui sont plus faciles à déclarer, c'est-à-dire que par exemple toutes les méthodes publiques, elles vont avoir add-get par défaut. Toutes les méthodes qui modifient, qui sont annotées avec put, post, delete, elles vont avoir add-transactional par défaut. On a un path implicite qui va utiliser le nom de la classe, le nom de la méthode. Et tout ça, vous faites du opt-in en étendant une classe contrôleur et ça vous rajoute tous ces trucs-là en cadeau. Si vous appelez dans un contrôleur et que vous appelez une méthode publique de ce contrôleur, au lieu de l'appeler, ça va faire un redirect vers cette méthode-là, donc ça aide beaucoup. C'est beaucoup plus type safe. Et si vous voulez pas faire un redirect, vous voulez juste un URI, on a un API magique qui est router get URI où vous passez une lambda et ça vous donne un URI vers cet endpoint-là. C'est pareil, c'est de la magie, tout ça, ça disparaît à runtime. C'est de la modification de bytecode. Dans les templates en eux-mêmes, on a des méthodes qui vous permettent aussi d'avoir des URI vers les méthodes juste en mettant le nom de la classe, le nom de la méthode et passant les paramètres. On a une validation retardée pour des vérifications un peu plus riches, ça je vous le montrerai tout à l'heure. Le scope flash, on en parlera aussi tout à l'heure, ça permet de passer des paramètres et des valeurs à la prochaine action du contrôleur qui va être invoqué, donc après un redirect. On a des améliorations au niveau de la sécurité, on a des classes utilitaires qui vont vous aider à faire de la sécurité, à faire de la gestion d'utilisateurs dans votre application, avec une grosse préférence pour JWT pour stocker les sessions utilisateurs, les cookies. Et beaucoup d'aide aussi pour faire l'OpenID Connect. Ça, c'est quelque chose qui permet de déléguer la gestion d'utilisateurs à d'autres providers comme Facebook, Google, GitHub, il y en a plein. Et WebAuthn aussi, qui est bon, ça on en parlera à la fin. Et dans les 3 cas, ça marche ensemble. On peut combiner les 3 formes de sécurité, donc manuel ou délégué externe avec ou sans mot de passe. Configuration simple, documentation vraiment extensive et beaucoup de progrès en termes de UX et de bug fix dans ces domaines. Y compris au niveau du testing où on est capable de faire du mock des providers OpenID comme Google, Twitter, Facebook, tout ça, et du mock de WebAuthn avec des faux tokens, donc ça aide beaucoup pour tester. Alors c'est tout ce que j'ai comme slide, je vous préviens, maintenant c'est de la démo. Ici on a une application Quarkus qui importe Renard. Donc on a une application qu'on a démarrée ici en dev mode. Si vous avez déjà fait du Quarkus,
vous allez reconnaître, j'ai un lien ici, et j'ai mon application qui tourne, et là ça commence mal parce que j'ai un 404, j'ai rien à la racine. Moi, je voudrais bien avoir une page à la racine. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va ici, et en Java, je vais déclarer un contrôleur. On va appeler application.java, et ça va être un contrôleur parce que en étant contrôleur, c'est ce que je vous disais, on fait du opt-in. Et donc maintenant, ma méthode publique, index, qui va retourner hello, ça, c'est une méthode contrôleur. Quand je fais reload ici, elle va apparaître dans la liste et elle est à application/index. Bon, c'est pas mal, hein, ça permet de commencer, mais c'est pas là où je la voulais. Donc je vais utiliser la notation JAX-RS pour dire où je la veux. Je la veux à la racine de mon application. Donc maintenant je fais un reload. Ils sont un peu lents les reloads. Normalement ils sont beaucoup plus rapides, mais là j'ai toute une config OpenID Connect qui va se connecter en général sur Facebook pour demander des infos à chaque fois que je fais un reload. Donc ça c'est un bug qu'on est en train de fixer dans Quarkus. Donc là vous voyez ça marche. Alors moi je voudrais un petit peu plus qu'un Hello World, je voudrais un template. Je voudrais du templating. Alors on fait ça en disant que le type de retour de ma méthode ça va être template instance. Et en Quarkus on a un truc qui s'appelle checkTemplate, où on va, par convention, hein, c'est une convention cette histoire, on va définir une classe statique, c'est avant, hein, static class, templates, et toutes les méthodes publiques natives statiques qui retournent un template instance vont désigner des templates. Donc là, je suis en train de dire que je vais avoir un template qui s'appelle index, et je veux retourner ce template, et je veux dire que hop, templates, index. Mon contrôleur, il va me faire un rendu de template. Où est-ce qu'il est ce template? Ici, j'ai une petite aide de mon IDE qui me dit, tiens, il n'existe pas, mais il devrait exister, et ce fichier, il devrait être là. Voilà, donc là, mon template, c'est du HTML, c'est vraiment pas beau. Moi, je veux vraiment faire du templating, donc je vais faire include main.html, ça c'est mon template principal. Et je vais lui passer un paramètre. Je vais dire en titre Welcome to To-Dos. Là, je ferme mon titre. Et là, je vais mettre du texte. Voilà. Je retourne ici. Je fais un reload. Et là, vous voyez, j'ai ma page maintenant qui est dans le moteur de template. Le template main, en gros, c'est un truc qui me définit le HTML avec les bons scripts, les bons headers et tout ça. Et qui me donne un menu qui fait du bootstrap. Vous voyez, là c'est du WebJar, j'ai bootstrap icon et bootstrap qui viennent par WebJar. Et là, je vais pouvoir faire un truc un petit peu plus sympa. Je vais mettre un bloc hero qui a du texte et un titre. Donc voilà ma page de départ. Un bloc hero, c'est quoi? C'est un tag cute. Par définition, les fichiers qui sont dans le répertoire /tags et puis des fichiers .html, c'est des tags automatiquement ajoutés. Donc ça, c'est assez pratique, vous voyez, pour faire de la composition. On va s'en servir beaucoup de ce genre de trucs. Maintenant, je vais rajouter une deuxième page. Je voudrais une page pour About. Alors, pareil, là, je veux définir l'URI. Je veux une page About. Et celle-là, waouh, merci, au revoir. C'était les joies du direct. Et celle-là, je voudrais pouvoir lui passer un paramètre. Je voudrais pouvoir dire, tiens, elle va être paramétrée, et je vais passer un paramètre à mon template. Et donc là, je vais définir que j'ai un template About qui prend un paramètre texte. Et qui va être passé par ma vue. Donc ça c'est un template type safe. Je suis en train de... pareil, tout à l'heure je crée le template. Je vais copier hein, parce que sinon ça... Hop. Donc là ça va être une page about. Et puis je vais utiliser le texte que j'ai passé en paramètre. Je vais dire hello, qu'est-ce que j'ai? Et là, bon, l'IDE, il sait, parce que c'est un template type safe, j'ai défini qu'il y a un paramètre texte, qu'il est de type string, donc je vais y avoir accès.
J'aimerais bien maintenant avoir un peu de navigation et faire en sorte que les liens fonctionnent dans mon appli et que ce soit un petit peu plus facile de naviguer, parce que maintenant j'ai 2 pages. Donc là, je vais dire que quand je clique sur To Do, je vais avoir un URI vers application.index. Et ici, je vais avoir des menus items. Menu item qui pointent vers URI application.about et title wow, about. Donc je retourne ici, je recharge et là je vais avoir effectivement un lien vers about, la page que j'ai donnée tout à l'heure que j'ai créée avec le paramètre, et puis le lien vers le route qui marche. Okay. Maintenant, on va faire le cœur de l'application, on va faire un to-do. Hein, on va pouvoir gérer une to-do list. Donc, on va dans les modèles, et là, je vais créer une nouvelle classe qui va représenter mon to-do, todo.java. Et ça va être une classe backée par Hibernate ORM with Panache. Donc, atEntity, extends Panache Entity. Ça, c'est vraiment du Quarkus de base. Public string, on va avoir task. Public boolean pour savoir si elle est finie. Et public date pour savoir quand est-ce qu'elle a été finie. Je vais ensuite mettre une méthode statique qui me permet de lister mes to-do. Ça va être bien pour les utilisateurs. Et je vais retourner un find all sort by ID parce que en fait si je les trie pas ça va vite se voir. C'est pas un find all, c'est un list all. Find, ça renvoie une query. Donc là j'ai mon modèle, j'ai la tâche, est-ce qu'elle est finie, quand est-ce qu'elle a été finie. Maintenant je vais avoir besoin d'un contrôleur. Donc je vais copier ce contrôleur là. On va avoir un contrôleur to do. Je vais avoir qu'une seule page, index pour l'instant, on s'en fiche du path. Et par contre, mon template, je vais lui passer une liste de to-do. Et donc là, je lui passe la liste des to-do, to-do.all. Voilà. Je crée mon template. Pareil, il me met tout un tas de trucs qui ne m'intéressent pas. Donc je copie ça. On va le fixer, ce tooling, je pense. Hein. Et là, je vais faire une table. Oh, c'est du bootstrap. Hein, donc là, c'est vraiment le point bas de ma démo. Donc si vous voulez aller vous balader, je sais pas, vérifier vos mails ou quoi, je suis en train de faire du HTML, j'ai trop honte, quoi. Donc une colonne, je sais pas, j'aurais dû faire autre chose, mais bon, voilà. C'est encore un choix de vie questionnable. Voilà, là on va mettre les actions. Et on ferme la ligne. Et ensuite, on va faire du templating. On va faire for to-do in to-dos. Voilà, vous voyez bien qu'il a vu que j'avais une liste de to-do. Et je vais, pour chaque to-do, je vais afficher son identifiant. Donc, to-do.id. Vous voyez quand même, enfin non, c'est pas ça que je voulais faire. L'IDE nous aide pas mal. Hein. Ici, on va faire todo.task. Et ici, pour l'instant, on ne va pas mettre d'action. Donc là, je vais afficher l'ID, la tâche et tout ça. Et maintenant, ce qui me manque, c'est des to-do, parce que j'ai rien dans ma base de données. Donc pour ça, moi, je me crée en général une classe ici que j'appelle startup. C'est pareil, hein, c'est de la convention, tout ça, mais bon. Qui va être une classe application scoped, qui va être blocking parce que je fais du Hibernate ORM. Et ici, une méthode transactionnelle qui est automatique pour les contrôleurs, mais pas pour les bins normaux. Void startup. Et là, on observe startup event. Franchement, ça c'est un truc que en le faisant pour
pour la démo, je pense que ça va être quelque chose qu'on va devoir simplifier parce que c'est un peu un scandale. Donc to-do, je vais créer un premier to-do. Task égale venir à Paris, ça c'est fait. Hein. Enfin, oui, si. Donc c'est fait. Done date égale peu importe quand la date, hein, on s'en fiche. Et je le persiste. Et je vais avoir un deuxième to-do qui va être faire le talk. Et qui n'est pas encore fait. Donc je persiste ce truc-là. Et maintenant, on va voir si j'ai des to-do qui s'affichent. Ah, il nous manque un menu. Hein. Ouais, c'est cheap les menus, donc vous allez voir, c'est vite fait. Hop, comment on l'a appelé? To-dos.index. Donc maintenant, on va là, on recharge. Et quand ça pète pas, c'est quand même bon signe. Ah. Et là, ça pète. Là, ça pète parce que je fais une opération bloquante sur l'IOThread. J'ai oublié de le dire qu'il était blocking. Voilà. Là, c'est parce qu'en fait, Hibernate ORM, c'est bloquant et par défaut, Rest Easy Reactive, c'est sur l'IOThread. Donc si j'avais utilisé Hibernate Reactive, ça aurait été non bloquant, ça aurait marché. Donc là, j'ai mes to-do. Je vais un petit peu améliorer la façon dont on affiche ça, parce que là, c'est vraiment pas très beau. Hop, donc tâche, on va l'afficher différemment si elle est finie. Ici, je vais mettre if to-do.done. Alors, je l'affiche comme ça. Et sinon, hop, else. Qu'est-ce qu'il me veut, cette IDE là? Je vais mettre un RM, c'est ça, hein, je crois? Non, del. Ouais, je sais plus, c'est du HTML. On verra bien. Et je vais rajouter la date à laquelle ça a été fini. Et donc je vais faire todo.doneDate. Voilà. Since. Alors since, c'est une méthode qui n'existe pas sur la classe date. Hein. C'est une méthode, en fait, c'est une méthode d'extension. En Qt, on peut définir une classe avec une annotation template extension et toutes les méthodes les méthodes statiques qui prennent un paramètre d'un certain type sont automatiquement rajoutées sur ce type-là. Donc ici, j'ai une méthode since qui prend un type date et puis en fait, ça me rajoute une méthode date since au type date. Donc maintenant, quand je recharge, ouais, je me suis trompé, hein, on est d'accord. Ah, voilà. Et en plus, ils le savaient, ils me l'ont pas dit. Ça, c'est des vrais amis, ça. Je l'ai faite, l'erreur, une fois sur deux, quand j'ai répété ça. Donc voilà, maintenant ça s'affiche et c'est comme ça. Maintenant, on va vouloir faire un petit peu des actions. Hein. Ce serait bien de pouvoir faire un petit peu plus que ça. Et en particulier, de pouvoir rajouter des to-do. Donc là, je vais avoir un formulaire ici qui va me permettre de rajouter des to-do. Hop. TR. Comment on fait? C'est simple, on fait un form et je vais pointer vers todos.add, méthode add, ça c'est mon formulaire, et je vais avoir un seul champ, name égale task, j'ai alors place holder égale et l'autre, je m'en souviens jamais comment il s'appelle, label, voilà. Donc ça va être mon champ, c'est un champ de formulaire, hein, c'est quand on voit field, ça fait un div, ça fait du bootstrap, mais globalement ça fait un input. Et dans todo, je vais définir ma méthode, et alors là ça va être une méthode qui modifie, donc post, public, elle fait rien, elle renvoie rien, mais elle me permet de prendre un rest form, ça va venir du formulaire, et comment on l'a appelé, task.
Voilà. Et donc on va faire to-do, un new to-do, et to-do.task égale task, et puis to-do.persist, et ensuite je vais faire une redirection vers l'index. D'accord? Donc ça n'appelle pas vraiment la méthode, le bytecode est changé, ça va me faire une redirection. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je vais avoir un truc, alors... voilà. Ça c'est fait. Et j'ai un petit problème maintenant. C'est le Taras qui vous fait rire. Ça c'est quand ça marche pas. Hein. Donc quand j'appuie sur Entrée, il y a un petit problème, c'est qu'en fait je fais des to-do vides. Donc ça c'est pas bon. Donc je voudrais de la validation. Comment on fait de la validation? Avec les annotations de Hibernate Validator ou de bin validation, et puis sauf que c'est pas comme en JAX-RS, c'est pas fait avant d'appeler ma méthode parce que là ça sert à rien dans ce genre de framework web, c'est fait après, on verra rapidement pourquoi, et après il faut vérifier est-ce que la validation a échoué, si oui, il faut dire ce qu'on fait. Moi je veux retourner à l'index, et vous allez voir qu'il y a un petit peu de magie là, parce que ça fait pas que retourner à l'index, ce que ça fait c'est que ça prend toutes les erreurs de validation, ça les sauvegarde dans le scope flash, ça fait une redirection à l'index. Dans l'index, quand on a un scope flash avec des erreurs, on les ressort et on les passe aux vues. Et après, dans les vues, on est capable d'afficher toutes les erreurs qu'il y a eu. Donc la validation, c'est quand même assez pratique comme ça. Maintenant, on va faire deux dernières actions, parce que les to-do list, il faut pouvoir les modifier. On va en avoir une pour l'effacer. Et là, on ne va pas fonctionner comme ça, on va faire un rest path ID. Hop. Et ici, on va faire un to-do find by ID. Si jamais on ne trouve pas cet ID, on va faire un not found if nul. Et si on le trouve, on va faire un to-do.delete. OK ? On l'efface et on va en avoir une autre pour done undone. On le cherche, si on ne le trouve pas, voilà. Et après on va faire done égale not todo.done. Hein, on va pouvoir le défaire. Et puis après, if todo.done, alors todo.doneDate, on va la mettre à jour. Sinon, ouais, merci. DoneDate, on va la mettre à nul. Voilà, donc là on a deux actions pour éditer mes to-do. On va les appeler ici. On va avoir un formulaire ici. On va attendre de là. Pour appeler to-do delete avec le to-do.id. Hein, on le passe en paramètre. Et on va faire un bouton pour appeler ce truc-là. C'est du bootstrap. Hein. Donc, c'est quoi? Delete, c'est danger? Ouais, un truc comme ça. Et puis, on va en avoir un pour done and done. Et là, ça va être un petit peu différent parce que si todo.done, alors ça va être undone, undo, warning, mettons. Et puis, hop, else. Qu'est-ce qui me fait? Voilà, merci. Je parle à mon IDE. Moi, je sais pas comment vous faites, vous, mais moi, c'est toujours une grande discussion. Je négocie, moi. Alors, maintenant, on voit, on a des trucs. On peut effacer. OK, ça marche. On peut faire done. Ouais, undone. Et ça marche. Donc, maintenant, on a une liste de to-do. Et bon, c'est pas trop foulé, hein, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de code côté template, il n'y a pas beaucoup de code côté contrôleur, il y a beaucoup moins d'annotations qu'en JAX-RS normal, et globalement, on s'en sort pas mal. Maintenant, j'aimerais rajouter un truc un petit peu plus, parce que là, c'est vraiment c'est l'application typique qu'on fait en démo, mais moi, je voudrais avoir des utilisateurs et gestion des utilisateurs.
Je vais pouvoir gérer les utilisateurs moi-même, avoir une liste de to-do par utilisateur, soit pas visible par les autres, et avoir un login avec username, mot de passe, et même un enregistrement où on va même valider l'email de l'utilisateur lors de l'enregistrement. Donc là, je ne vais pas tout vous taper parce que j'ai beau essayer, mais on a été à 72 minutes de démo et ça rentrait pas. J'avais l'option de vous prendre en otage et on m'a dit que ce serait mal vu. Donc, je vais vous montrer du code que j'ai déjà écrit. On va avoir une classe pour représenter le modèle de l'utilisateur en base de données. Hein, c'est une Panache Entity aussi. Il va y avoir username, last name, first name, password, email et confirmation de code. C'est quand on s'enregistre et qu'on dit je veux vérifier cet utilisateur, on va attribuer un code de confirmation qu'on va envoyer par mail dont on va se servir pour vérifier l'email. C'est assez classique. Et on implémente Renard User qui va nous permettre d'injecter l'utilisateur directement dans la vue. Donc ça va être vachement pratique. Ça nous donne 3 méthodes qui nous permettent de donner les rôles de l'utilisateur, le user ID qui est unique, et savoir s'il est enregistré ou s'il n'a pas fini l'enregistrement. Et puis 2 méthodes, find by username et find by confirmation code. Donc ça c'est notre utilisateur. Maintenant, on va avoir des templates qui nous permettent de faire l'authentification ici. Donc le login, je vais vous les montrer en les rajoutant au menu. Hein. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que si on a un utilisateur, donc on fait ça comme ça, if inject user, ça veut dire qu'on a un utilisateur qui est logué. Donc on va pouvoir l'afficher. J'ai un tag user qui me permet d'afficher un utilisateur. Et de la même manière, ici, si j'ai un utilisateur, alors je veux afficher to-do, sinon on n'y a pas accès. Et je veux aussi afficher un bouton logout. Donc là, moi, toutes mes actions elles sont dans le contrôleur login. Donc on veut pouvoir se déloguer. Sinon, on n'a pas d'utilisateur et donc on va pouvoir se loguer. C'est le contraire. Hein. Et on ferme le if. Voilà. Donc là, on va avoir de la UI. On a un petit problème. Ah oui, parce que là, maintenant, on est en train d'afficher l'utilisateur dans le template. Et donc, dans l'application.java, maintenant, c'est devenu bloquant. Voilà. Donc là, maintenant, je ne suis pas logué. Je peux cliquer sur Login. Et ça m'envoie à cette page. J'ai une option à gauche de faire un login par username, password, et à droite de m'enregistrer. Comme j'ai pas encore d'utilisateur, je vais les rajouter dans Startup, ici. Il manque un certain nombre de trucs. Il manque un user. Qu'est-ce qu'on a comme truc à faire? User, first name, Steph. Last name, pardon. User, email. Bon, regardez pas. Hein. Non, c'est pour le mot de passe qu'il faut que je dise ça. Hop, bon, regardez pas. Donc là, on fait du hash, hein, donc c'est pareil, on donne des méthodes qui vont bien, qui vous permettent de faire de la sécurité comme il faut avec bcrypt, c'est le minimum. Regardez pas mon mot de passe, hein, surtout. Filmez pas. Pas de confirmation de code. Email, c'est déjà fait, donc il me manque username. Voilà. Et je le persiste. Donc je vais avoir un utilisateur par défaut. Et puis on a dit que les to-do, ils devaient être par utilisateur. Donc il va falloir les mapper. Pour ça, on va créer le champ to-do. Oui. Fais-le moi. Tu me le proposes. Fais-le. Je discute avec mon IDE. C'est un many to one. Hein, le to-do appartient à un utilisateur. Et d'ailleurs, moi, je vais vouloir afficher les to-do qui appartiennent à un user. Et donc, je vais changer ma query ici. Ça va être une query par user
Les varargs en Java, ils peuvent être qu'à la fin, donc merci pour les paramètres optionnels. Donc je le passe à la fin. Il faut que ce user match. Et quand je vais dans mes to-do, il me manque ça maintenant ici. J'ai mon contrôleur de to-do tout à l'heure. La seule chose que j'ai à changer ici, c'est pour avoir l'utilisateur, c'est de dire que c'est un contrôleur with user. Ça me donne une méthode getUser qui va me servir beaucoup. Vous allez voir. Hop. Parce que je vais pouvoir passer getUser ici à mon index des to-do. Et puis quand je rajoute un to-do, je vais m'en servir aussi pour dire que l'utilisateur de ce to-do, c'est l'utilisateur logué actuellement. De là, il me manque plus qu'à sécuriser cet endpoint en disant je veux que l'accès soit bloqué et qu'il y ait un utilisateur qui soit authentifié. Maintenant, si je retourne ici, je devrais pouvoir me loguer. Quand je fais un login, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Ah, il ne se passe pas grand-chose, je sais pourquoi. Je vais vous le montrer, l'endpoint login. Hop. Il est là. On a ici donc un endpoint comme tout à l'heure. On injecte deux trucs qui vont nous aider, qui sont des classes utilitaires, security et WebAuthn. On a trois templates, login et puis register complete. Et l'action do login, c'est bon, il n'y a pas grand chose de neuf par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On prend un username et un mot de passe qu'on va envoyer par le formulaire. On a de la validation, on vérifie qu'on a le mot de passe. On cherche l'utilisateur par username, on vérifie que le mot de passe match avec bcrypt hash. Et puis à la fin, ça c'est le truc que j'avais pas pu faire au début parce que j'avais pas encore la classe application, je vais faire un redirect, mais comme il me faut des cookies, je fais un redirect pas en appelant application.index, je fais un redirect au travers de JAX-RS, mais c'est pareil, c'est un truc qu'on va sans doute améliorer, parce que je veux un user cookie pour l'utilisateur que je viens de vérifier. Donc ça c'est la façon qu'on a de le faire en JAX-RS. Et donc, maintenant ça va marcher. Je vais pouvoir me loguer, ici. Vous voyez, je suis logué. J'ai l'utilisateur qui s'affiche comme on l'a mis dans la vue tout à l'heure. Pas du tout. Ici, on a fait en sorte que si l'utilisateur est présent, on l'affiche. Et dans ma liste de to-do, j'ai bien les deux to-do qui m'appartiennent et qui sont à moi. Donc maintenant, je peux faire aussi un logout. Et je peux vous montrer ce qui se passe dans Register. Ici, quand je clique sur Register, ça m'envoie un email. Et on va voir un petit peu en quoi ça consiste là. Donc mon code, ma méthode register, ça prend un email qui vient du formulaire, ça vérifie qu'on l'a bien, ça crée un nouvel utilisateur, ça enregistre le mot de passe, ça crée un code de confirmation, ça persiste cet utilisateur, et puis ensuite ça me redirige vers le template qu'on a vu ici, qui me dit juste que j'ai envoyé un code de confirmation, et ça envoie un email. Comment on fait pour envoyer des emails? Eh ben, c'est aussi simple que pour faire du rendu de templating HTML. On a aussi un check template, sauf que le type de retour de la méthode statique native, au lieu d'être template instance, c'est mail template instance. Et du coup, ça nous donne des méthodes en plus pour faire le from, le to, send, et puis ensuite, là, comme c'est un uni et qu'on fait tout en blocking, on fait un await indefinitely. Donc c'est vraiment simple, et vous voyez le templating ici des emails, c'est du Qt, donc c'est exactement la même techno. Si vous avez un fichier HTML à côté d'un fichier texte, bah, ça vous donne les deux façons d'envoyer les emails. Et vous pouvez faire de la composition aussi, et puis ça marche bien. Donc maintenant, on fait ça, on envoie le code de confirmation, et en dev mode, par défaut, on affiche le mail à la console. Donc c'est très bien, ça nous permet de cliquer là-dessus, et d'aller voir le formulaire où on nous demande les informations complémentaires. Donc, on va dire Devox. Vous voyez, il y a de la validation. Hein. Les mots de passe, il faut que ça matche. C'est pareil. Ah bah là, ça ne matche pas. Je crois qu'il manque un truc. Et je vais vous montrer le contrôleur d'ailleurs. Bah, on va peut-être fixer le bug direct. Do complete, ça prend le code de confirmation en query. Et puis ensuite, le reste, c'est du formulaire. Username, first name, last name, password 1, password 2. Exactement. Là, ce qui manque, c'est que je cherche l'utilisateur par confirmation code. Et ensuite, je fais de la validation. Et le truc qui manque ici, c'est si la validation échoue, bah, je retourne la confirme. Hein, vous voyez, je veux pas
je veux pas vous arnaquer, donc on va vérifier que ça marche. Register. Ici, le lien ouvre. Vous voyez, bon, ça ne matche pas. Maintenant, c'est validé. Voilà. Donc, le seul truc qu'on fait ici, c'est on a vérifié la validation, on enregistre enfin le username, first name, last name, on hash le mot de passe qu'on enregistre, et puis on affiche un message dans le flashscope, qui est quelque chose qu'on affiche ici dans main.html. Le flashscope, ici, on peut y accéder avec l'URI, avec le namespace flash. Si j'ai un message, je l'affiche. C'est ce qui vient de s'afficher ici, account created. Et ensuite, on fait un login cookie, comme on a vu tout à l'heure, pour l'utilisateur. Donc ça, c'est très bien. On a la création des mots de passe et tout ça, mais j'aimerais bien déléguer à OpenID Connect et éviter de faire la validation des emails comme ça. Donc, pour faire de l'OpenID Connect, on va vers user.java et on va rajouter un certain nombre de champs. On va rajouter tenant ID et auth ID qui nous permettent de savoir si l'utilisateur vient de Facebook ou de Google et tout ça. Ça, c'est le tenant ID. Et un find by auth ID qui nous permet de chercher pour un tenant chez Facebook, est-ce que j'ai un utilisateur. Ensuite, on a besoin d'une autre classe ici qui nous permet de dire qu'est-ce qui se passe en cas de succès OpenID. Quand je viens de OpenID et que j'ai un succès, je cherche l'utilisateur avec est-ce qu'il vient de Facebook, quel est son ID Facebook. Si je ne le trouve pas, je crée un nouvel utilisateur et puis j'enregistre un certain nombre de champs qui viennent d'OpenID, pré-remplis comme email, username, last name, etc. Et ensuite, je redirige vers la page de complétion pour que l'utilisateur puisse continuer son enregistrement. La chose qu'il faut encore changer ici, c'est que c'est le Renard User Provider qui me permet de mapper du login cookie vers l'utilisateur. Donc cette fois, on ne le cherche plus, si on vient d'OpenID, on ne le cherche plus par le username, mais par le tenant ID et auth ID. Et la dernière chose maintenant, c'est dans login.html, je rajoute les champs qui me permettent de faire de l'OpenID. Et normalement, ça devrait être tout. Donc quand on vient ici, quand on fait un login, on va avoir maintenant un certain nombre de providers qui vont nous permettre d'aller faire de l'OpenID. Quand je clique là-dessus, je vais sur GitHub, il me dit OK, et puis il me ramène là. Et bon, là, le problème, c'est qu'il me demande un certain nombre de trucs en trop. Il y a des choses qui viennent d'OpenID, comme le username, le first name, last name, mais j'ai encore le mot de passe. Et ça ne me va pas. Donc, je vais venir ici et je vais dire, mais en fait, moi, quand je viens d'OpenID, je n'ai pas besoin de mot de passe. Donc, if not user OIDC, je vais demander des mots de passe, et sinon, je ne les demande pas. Et de la même manière, dans mon contrôleur, il va falloir que je change un certain nombre de choses, parce que quand je fais la complétion, si j'ai de l'OpenID, je ne veux pas valider les mots de passe, et je ne veux pas hacher le mot de passe non plus, parce que je n'en ai pas besoin. Le mot de passe, il est géré par les providers. Maintenant, on va revenir là, on va refaire un login, et normalement, ça devrait bien se passer. Donc je vais chez GitHub, il me dit « Oui, je te connais ». Là, je crée mon mot de passe, j'ai pas le même icône, donc je suis bien par OpenID Connect. Je peux faire un logout, je refais un login, et cette fois, je devrais aller directement vers la page de garde parce que l'utilisateur existe déjà, il a réussi à le trouver, et j'ai fait de l'OpenID Connect. Alors maintenant, c'est là où ça va être sport, je vais vous faire du WebAuthn. WebAuthn, c'est un moyen de remplacer les mots de passe. C'est une nouvelle techno, c'est un nouveau protocole qui dit, à la place d'un mot de passe, on va utiliser un fingerprint sur un téléphone ou un YubiKey truc USB, de façon à créer une clé publique et privée spéciale pour le site sur lequel vous voulez vous enregistrer. Donc ça remplace un mot de passe, ça le remplace par un paquet de trucs en fait. Donc comment on va s'en servir? Ici, ça va être simple. Ici, je vais dire WebAuthn login à la place du type de mot de passe. Et dans complete, je vais dire
WebAuthn registration. Ensuite, je vais avoir besoin de pouvoir sauvegarder à la place du mot de passe des crédentiels WebAuthn, qui sont en fait une classe ici qui a un panache entity, avec un certain nombre de champs qu'on va avoir besoin de sauver en base de données, parce que c'est plus compliqué que juste un mot de passe. Il y a un user ID, il y a des trucs qui sont générés, il y a un paquet de champs. Donc ça, je le sauvegarde en base de données. Et dans ma classe login, je vais avoir besoin de faire un petit peu de trucs en plus, c'est-à-dire quand je vais faire un login par WebAuthn, je vais avoir un bin param ici avec un peu plus de champs qui viennent du formulaire, les données qui sont transmises par l'authenticator, le device d'authenticator qui contient justement les signatures et tout ça. Et je ne valide pas le mot de passe si je suis en WebAuthn. Je ne le hash pas, je ne le compare pas. Et si je suis en WebAuthn, je vais avoir besoin d'appeler webauthnsecurity.login qui va faire la logique du protocole WebAuthn pour vérifier que la clé privée et la clé publique match. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Hein, c'est Vertex qui s'en occupe. Enfin, Renard et Vertex et Quarkus, c'est un travail d'équipe. Et pour la registration, c'est exactement la même chose. Là, au lieu d'enregistrer un mot de passe et de le vérifier, on va enregistrer les données qui ont été transmises par l'authenticateur et ça va suffire. Et là, normalement, il va se passer un truc de fou, c'est que c'est possible que ça marche. C'est toujours bien quand il y a quelqu'un qui transpire la confiance comme ça, mais il fait chaud en même temps. Donc là, on reprend l'étape de login. Ce qui se passe, c'est que ici, je vais pouvoir m'enregistrer. J'ai un bouton en plus, hein, puisque j'ai changé le type, c'est plus password, c'est WebAuthn registration. Quand j'appuie là-dessus, mon navigateur connaît WebAuthn, il me dit tiens, appuie ton bouton sur la YubiKey, c'est ce que je fais, donc ça me vire les champs mots de passe. Et là, j'ai créé un compte et il est en WebAuthn par fingerprint. Si je fais un logout et que je refais un login et que là je dis mon user, vous voyez, j'ai pas de mot de passe, hein. J'appuie là-dessus, il me demande le mot de passe, je le tape, enfin j'appuie avec mon doigt et je fais un login et je suis logué par WebAuthn. Donc ça permet de virer les mots de passe et d'avoir, en gros, c'est une clé privée publique générée automatiquement par site et c'est géré sur du hardware token. Vous pouvez en avoir plusieurs par personne et ça marche plutôt pas mal. Et en fait, ça a marché. J'en reviens pas, c'est passé. Donc, il me reste même une slide. Donc maintenant, quoi? On a fait la release 1.0 de Renard, qui est donc une extension Quarkus qui est sur Quarkiverse. Il y a juste WebAuthn et puis des OpenID Connect providers comme Twitter et Spotify qui ne sont pas encore releasés dans la Quarkus 2.8, ça va arriver dans la 2.8.1 ou 2.8.2. Donc le projet est sur GitHub. La to-do list, elle est aussi sur GitHub, elle est un petit peu plus complète que dans cette démo. J'ai deux autres applis à moi qui traînaient de Play 1 en prod depuis 15 ans que j'ai porté à ce truc-là. Donc il y a quand même... il y a quand même assez pour faire marcher une appli en prod, mais c'est quand même une version 1, donc peut-être que si vous l'essayez, il n'y aura pas tout ce que vous voulez. Et du coup, donnez-nous du feedback, essayez-la si ça vous parle. C'est sûr que c'est pas dans l'air du temps, c'est pas du front-end templating, mais ça parle beaucoup à pas mal de gens qui, justement, c'est pour ça que je parlais de la quarantaine, qui sont vieux comme moi, parce que ça nous évite d'avoir à se prendre la tête avec du JavaScript. Il y a plein de cas où ça peut marcher bien, quoi. Donc peut-être pas tout, mais voilà. Vous me direz si ça vous parle, et il me reste 50 secondes pour des questions. C'est horrible. Oui. Est-ce que c'est stateless, ça scale bien? Ah oui, c'est complètement stateless. Il n'y a pas de session côté serveur. Ouais. Oui. Ouais, je fais pas de return dans ma validation, donc c'est un petit peu bizarre. C'est parce qu'en fait, quand on appelle une méthode publique, ça fait un redirect. Et donc le flow s'arrête en fait. C'est pas forcément intuitif au début. On a l'impression que ça continue, mais en vrai, ça continue pas. Il y a une exception qui est levée et le flow s'arrête.
Donc on n'a pas besoin de faire un return, justement, ça évite de faire ça. Mais il faut le savoir, il faut l'admettre. C'est quelque chose qui vient... Une autre question? Dernière? En termes de packaging, est-ce qu'il y a du front et du back? Ouais. C'est une appli. C'est tout packagé dans un truc et c'est une appli Quarkus et ça va dans le même jar et puis ça compile en natif aussi. Donc après, c'est vraiment du Quarkus de base. C'est juste une extension en fait. Voilà. Voilà. Merci.